Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui une partie entre deux joueurs extrêmement célèbres, le multi-champion du monde Vichy Anand face à Kassim Janov, que certains considèrent comme un champion du monde, bon peu importe comment vous voyez l'histoire, mais en tout cas un très très fort grand maître. Le trait est au blanc, mettez-vous dans la peau du champion du monde Anand et essayez de trouver la même suite que lui. Bon courage, c'est pas si facile, soyez précis. Donc mettez la vidéo en pause et ensuite, lorsque vous remettrez en lecture, Romu va vous décortiquer tout ça. Oui, il va y avoir besoin de décortiquer parce qu'effectivement, c'est loin d'être évident. On voit que les Blancs se sont lancés tête baissée dans l'attaque avec un fou en H7, un cavalier en G5 et une dame en F4 qui sont aux avant-postes et qui sont extrêmement menaçants, bien évidemment. On imagine la dame F4 notamment qui peut coulisser sur la quatrième rangée, sur la case H4 pour viser le roi noir. Il y a des trous sur les cases blanches puisque on imagine que le fou a pris le pion en H7 et le pion F s'est avancé en F6, donc ça cause inévitablement des trous sur case blanche et notamment, je pense à la case G6 qui est extrêmement faible. Donc on imagine déjà certains scénarios où le fou se retirerait sur la case G6 avec une dame qui vient sur H4 et puis sur H7 et le roi noir serait dans une situation périlleuse. Mais les noirs ont misé leur tout sur la défense tactique basée notamment donc par ce coup F6 qui attaque le cavalier G5. Et cerise sur le gâteau, il y a le cavalier en F2 qui fait une fourchette entre les deux tours D1 et H1. Donc, bien sûr que la situation a l'air très prometteuse pour les Blancs qui ont beaucoup de pièces à l'attaque, mais attention parce que on a quand même pas mal de pièces en l'air, avec le cavalier G5 qui est attaqué. Si le cavalier bouge, il y a le fou H7 qui se retrouve sans défense, et bien évidemment les deux tours sont attaqués. Donc, il s'agit d'être le plus précis possible. Donc, par exemple, dame prend F2 serait mauvais, déjà. On va éliminer les coups faciles, puisqu'après pion prend cavalier. On récupère non seulement le cavalier qu'on vient de donner, mais en plus on attaque la dame, et le fou H7 se retrouve sans protection, et les blancs se retrouvent perdants, puisqu'ils vont perdre certainement le fou H7 et la partie avec. Donc, bien sûr, dame prend F2, c'est un coup à écarter immédiatement. Donc, comme souvent, on va essayer de regarder un peu les coups forçants, puisque on a bien compris qu'il faut passer à l'action. Donc, le premier coup qu'il faut regarder, c'est les coups qui font échec, et il n'y en a qu'un seul, c'est le coup cavalier F7. Alors, comme par hasard, il s'avère que c'est le bon coup. Donc cavalier Alors, F7, on comprend bien que tu forces les événements, enfin qu'Anand force les événements, tout mhm. simplement parce que ça attaque la dame par la même occasion. Donc là, il est hors de question de jouer autre chose que tour prend cavalier. Exactement, parce que roi prend H7, évidemment, il y aurait cavalier prend dame. Mhm, Donc, tour prend F7. mhm. Et donc, tout à l'heure, on parlait de la faiblesse des cases blanches. Et d'une possible collaboration entre le fou et la dame, c'est chose faite avec le prochain coup, à savoir fou G6, qui donc retire le fou qui est attaqué, attaque la tour F7 et commence à instaurer des menaces à base de dame H4, dame H7, et on sent que le roi noir serait donc dans une position inconfortable. Et bien évidemment, on conserve l'attaque de la dame F4 sur le cavalier F2. Mhm. Mais ce cavalier F2 a quand même la possibilité de prendre une des deux tours noires. Blanches, pardon. Ok, donc là, avec les noirs, si je me mets dans la peau de Kassim Janov, bon, déjà, je comprends que j'ai pas mal de soucis à résoudre, mais je me dis quelle doit être ma priorité. Est-ce que je dois essayer de prendre le plus de matériel possible et voir si j'arrive à m'en sortir comme ça, ou alors essayer de lutter contre l'attaque de maths. Donc le premier, je sais pas si c'est le premier coup qu'on regarderait, mais en tout cas, sachant que la menace qui fait le plus peur intuitivement, c'est dame H4 échec, on a peut-être envie d'empêcher cette arrivée de la dame par le coup F5. Je libère l'action de ma propre dame, je défends H4, et en priorité des priorités, j'essaie de faire en sorte que mon roi s'en sorte. Alors, est-ce que ça c'est valable ou pas? Alors, ça a le mérite donc de parer la menace dame H4, effectivement.
Mais donc du coup, les blancs peuvent se rabattre tranquillement sur la prise du cavalier en F2. Et en prenant le cavalier en F2, ils rétablissent l'égalité matérielle. Ils conservent l'attaque sur la tour F7, qui doit nécessairement bouger. Et bien sûr, le roi noir va se retrouver extrêmement euh, faible, donc comme on va le voir dans la variante, dans les variantes suivantes. Donc là, la tour peut bouger. Alors on peut imaginer soit la case F8, soit la case F6. Les deux ont des inconvénients. Donc sur la case, si les Noirs jouent tour F6, je vais y arriver, pardon. L'inconvénient, c'est que la dame D8 ne défend plus la case H4. Donc maintenant, on peut revenir donc, à notre première idée, à savoir dame H4, roi G8, dame H7 échec, roi F8, dame H8, roi E7, dame prend G7. Et on a bien du mal à imaginer les Noirs se défendre dans cette position. Les Blancs ont un pion de plus, le roi dans une situation très précaire. Même le pion H peut éventuellement s'avancer jusqu'en H8 et les Noirs souffrent quand même d'un manque de coordination assez grave. Le fou et C8 n'est pas développé, la tour A8 non plus. Et le roi, je l'ai dit, est extrêmement faible. Donc cette position est certainement gagnante pour les blancs qui peuvent en plus, cerise sur le gâteau, ouvrir le jeu avec C4. Ouvrir avec C4, ouais, c'est ça, on peut tout ouvrir, ça va pas. Bon, en plus, de toute façon, ce serait pas très logique ce tour F6, parce qu'on a joué F5 précédemment pour contrôler la case H4. C'est pas pour finalement venir nous-mêmes obstruer cette diagonale de la dame D8. Et bien entendu, l'autre coup envisageable, ce serait tour F8, avec notamment l'idée de contenir une autre possibilité blanche qui aurait été d'entrer sur la 8e rangée avec la tour, hein, selon ce qu'on choisissait. Mais ici, les blancs vont pouvoir renforcer leur attaque alors. Oui, et on a besoin d'apporter un peu d'essence au moteur. Et donc, on voit le fou G6 qui est très fort, la dame F2 qui est aux avant-postes, mais pour le moment, la case H4 lui est interdite. Donc, on a besoin d'un peu de renfort. Et la tour D1 est la candidate toute désignée. Et donc, on peut la faire passer par la 4e rangée avec tour D4, avec l'idée de faire coulisser cette tour sur la case H4 notamment. Et on a bien du mal à voir comment le roi noir va se défendre face à autant d'attaques. Il y a même le pion F5 qui peut être faible. Parfois, il y a des idées avec tour H4, tour H5, pour juste capturer le pion F5 si vraiment on est matérialiste. Donc les nuages s'amoncellent au-dessus de la tête des noirs et on ne voit pas trop comment ils vont réussir à sauver cette partie. Ouais, ce qu'on peut conseiller ici, c'est de ne pas chercher dans les calculs lorsqu'on arrive dans une situation comme celle-ci. C'est pas la peine de chercher beaucoup plus loin parce qu'on n'a absolument rien investi. Le matériel est toujours égal. Les pièces noires sont placées de façon catastrophique. Une tour en A8, un fou en C8, un roi noir qui est quasiment livré à lui-même et toutes les pièces blanches qui commencent à se tourner vers lui. Voilà, à un moment donné, il faut faire confiance à sa position. On n'est pas obligé de calculer jusqu'au mat dans toutes les variantes. Voilà, il faut laisser un petit peu de place à l'intuition, on va dire. Donc c'était pas la peine de pousser beaucoup plus loin ce calcul-là. Et puisque les noirs n'ont visiblement pas de moyen de résister à l'attaque de façon passive, ben, il faut qu'ils essaient soit de contre-attaquer, soit de se montrer proactif en essayant d'éliminer des pièces de l'adversaire ou ce genre de choses. Donc ici, puisqu'il y a une fourchette à portée de main, on a deux possibilités à envisager. Alors on va rapidement d'abord, excuse-moi, j'ai oublié de montrer ça. On va rapidement d'abord dire que si les noirs enlèvent la tour, c'est un peu le même scénario, on élimine le cavalier, on garde toutes les pièces à l'attaque, et bien sûr c'est terminé. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que les noirs devraient essayer d'être un petit peu plus actifs dans leur défense, et pourraient envisager d'éliminer une tour. Alors, la prise la plus logique, c'est cavalier prend D1, parce que pour l'instant, des deux tours, celle qui peut le plus montrer d'activité, c'est la tour D1. Alors, c'est le coup de la partie, choisi par Kassim Janov. Qu'est-ce qui se serait passé, Romu, en cas de cavalier prend tour H1? Alors, sur cavalier prend H1, maintenant, on l'a dit, notre idée première, c'était la case H4 pour la dame, donc on y va avec un grand plaisir. Donc, dame H4, roi G8, dame H7 échec, roi F8. Et là, on garde sous le coude le coup dame H8, parce que le roi pourrait s'enfuir via la colonne E. Et donc, on va faire le petit coup tranquille, tour E1. Donc ça, c'est assez classique dans ce genre de situation.
On empêche le roi de s'enfuir. Et donc là, le roi est obligé de rester sur la colonne, enfin sur la case F8, pardon. Et donc on menace inévitablement dame H8 mat. Hmm. Ouais, un coup vraiment très important. Alors Ouais. ici, moi qui suis très très basique, je me dis, bah ça va pas changer grand-chose alors, parce que après cavalier prend D1, j'ai absolument les mêmes éléments, c'est-à-dire une dame qui peut passer par H4, une tour qui peut arriver en E1. Bon, bah super, j'ai trouvé. Qu'est-ce qui ne va Hum, pas dans mon raisonnement? Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ton raisonnement? On va le voir, c'est la suite de la partie. Donc, dame H4 échec, roi G8. Et donc là, si je joue dame H7 échec, roi F8 et maintenant tour 1, donc exactement la même chose que tout à l'heure. Là, les noirs ont la possibilité de faire cavalier prend C3 échec. Donc on vous le dit souvent, dans les situations comme ça extrêmes, il est très important, voire nécessaire, voire obligatoire, de regarder les échecs en premier. Et donc c'est vrai pour vous, mais c'est vrai également pour votre adversaire. Et donc, Caille prend C3, c'est un échec, et ça change beaucoup de choses parce que après ce coup, si le cavalier n'est pas capturé, le cavalier va pouvoir s'interposer sur la colonne E, sur la case E4, par exemple, roi 1, cavalier E4, et on voit que maintenant, les blancs se retrouvent dans de sales draps puisqu'ils ont investi beaucoup trop de matériel, et le roi va pouvoir s'enfuir sur la colonne E. Mhm. Donc le cavalier va être obligé d'être pris donc en C3. Mais en prenant C3, la colonne B vient de s'ouvrir et donc il y a un deuxième échec qui va être à disposition, à savoir la case B6 qui va être accessible pour la dame. Je vais y arriver. Mais avant ça, il faut faire attention parce que après dame B6, roi C1, il n'y a plus d'échec puisque le roi serait en parfaite Mhm. sécurité. Donc il faudrait d'abord que la tour en E1 quitte sa case et néglige un peu la première rangée de façon à ce que la dame en B6 puisse non seulement viser la case B1 et le roi, mais également la première rangée et notamment la case G1. Donc pour cela, on va jouer fou E6 dans cette position. Donc déviation de la tour E1, ok. Bon, on comprend Voilà. bien que si on n'accepte pas ce fou, à nouveau le roi trouve cette abrissure, pardon, euh, en E7, et les carottes sont cuites. On a donné beaucoup trop de matériel, hein, donc Ouais. on doit, euh, on doit accepter le cadeau. Et donc désormais, il y a un fameux perpétuel avec dame B6 échec, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Dame Mhm. B6, donc roi C1, dame G1 échec, roi D2. Donc là, il s'agit d'être quand même précis, il ne faut pas faire n'importe quoi. Le bon coup ici, c'est dame prend G2. Et on pourrait tenter par dame F2 parce qu'on se dit on est plus près du roi, donc intuitivement le roi va avoir plus de mal à s'échapper, mais en fait c'est l'inverse parce qu'après dame F2 il y a On verrait plutôt roi D1. roi Voilà, D1. on ferait pas tour E2, probablement parce que ici, une des défenses possibles, c'est dame F4 pour faire dame H6, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, Hmm. exactement. Et si la dame vient sur H6, évidemment, ben, c'est terminé pour les blancs. Donc attention, il faut enlever le roi, et voilà, donc, roi D1, et maintenant tour 1. Et on n'a pas de dame F3 échec. Vous voyez, la case F3 est défendue malheureusement pour les noirs par le pion G2. Et ben, ici, c'est juste terminé, dame H8 arrive au prochain coup. Hmm. Donc ça Donc c'est explique que voilà, c'est important pour les noirs de prendre ce pion G2 pour gagner encore plus de cases disponibles pour un éventuel échec perpétuel qui n'est pas éventuel d'ailleurs, qui va avoir lieu dans cette variante, ouais, puisqu'on voit bien en cas de roi D1 par exemple, on on va fait dame F. jouer probablement dame F1 échec. Il n'y a toujours pas de roi D2. Je sais plus si on l'avait rentré, mais on peut le montrer comme ça. Toujours la même histoire, dame F4 échec va donner juste le temps nécessaire pour rentrer la dame sur H6 et défendre H8 de façon in extremis. Donc les blancs doivent peut-être même faire attention ici de pas perdre la partie, et donc il faut accepter la nullité après tour E1 échec, dame F3 échec. On comprend bien que le roi ne peut toujours pas passer sur cette diagonale à cause de notre fameuse défense magique dame F4, dame H6. Et après, par exemple, tour E2, on va répéter les coups et la partie sera nulle. Donc ça signifie
finalement, qu'il y a une énorme différence entre prendre la tour sur D1, parce qu'on a le moyen de trouver du contre-jeu incroyable mais vrai, avec très très peu de matériel finalement, juste un cavalier qui se sacrifie et une dame qui arrive sur B6, et tout à coup les noirs peuvent sauver le jeu. Ouais. Quand même assez impressionnant de la part d'Anand d'avoir anticipé ça longtemps à l'avance, et surtout d'avoir compris que, bien que les noirs ont cette idée défensive, lui peut la déjouer, en étant Oui, précis. c'est assez incroyable d'avoir montré autant de précision dans le calcul, mais bon, après, on connaît Anand, hein, c'est pas, le calcul, c'est quand même pas la dernière de ses qualités. Et ici, donc, il a été extrêmement précis et il a joué le coup tour E1. Voilà, sans donner échec en H7. Sans donner, il a gardé encore une fois l'échec en réserve. Et donc après tour 1, donc la menace c'est donc dame H7, dame H8, qui menace donc battant de coups. Ici, Kasimdzhanov a joué K et prend C3, puis on prend C3, fou E6, donc exactement la même défense que l'on vient de voir. Tour prend E6, dame B6, roi C1. Et les noirs ont abandonné. Alors pourquoi? Quelle est la différence? C'est que dans cette position, la dame blanche se trouve sur H4. Tout à l'heure, elle se trouvait sur H7. Et le fait que la dame se trouve sur H4 change tout, puisqu'elle défend les cases sur lesquelles les noirs souhaitaient faire des échecs, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc là, si les noirs jouent dame G1, on joue tout simplement tour E1 échec, donc c'est la différence. Une tour 1 qui ne fait pas échec, mais qui couvre l'échec. Tour 1 attaque la dame et part l'échec, je vais y Ouais. arriver. Et c'est terminé. Ouais, c'est terminé parce qu'on a trop de menaces. Hein. On a toujours notre menace de mat avec dame H7. On attaque toujours la tour, on l'avait oublié, mais ça pourrait devenir important par la suite. Et on attaque la dame qui n'a plus d'échec à sa disposition. Donc, si on résume, Romu, la plus grande difficulté de cette tactique, c'était de trouver la défense de l'adversaire. Et ça, mine de rien, c'est un petit peu ce qui fait enrager tous les entraîneurs du monde entier, mais c'est aussi ce qui est le plus difficile à faire, c'est s'occuper avant tout, avant même de s'occuper de notre propre jeu, s'occuper du jeu de l'adversaire. C'est ce qui fait souvent la différence de toute façon. Là ici, Anand a trouvé non seulement comment lui allait attaquer, mais également comment l'adversaire allait essayer de se défendre et quelle était la peau de banane qu'il fallait éviter. Et là, en l'occurrence, c'était K prend C3, cette histoire avec Dame B6 échec et le perpète. Et donc, ça lui a permis d'affiner son calcul et de comprendre qu'il fallait conserver la dame sur H4 et non pas se précipiter avec Dame H7 échec. Donc, c'est quand même extrêmement fort et ça montre un degré de vigilance qui est relativement élevé parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et même de forts joueurs qui se seraient fourvoyés dans l'attaque parce que comprendre cette en apparence petite différence qui en fait change tout, surtout en partie rapide, c'était vraiment assez phénoménal. Donc le conseil qu'on peut vous donner dans vos propres parties, c'est vraiment d'essayer d'envisager tous les coups qui font échec en premier, on vous le dit, on vous le répète, mais c'est vraiment essentiel. Là, K prend C3, c'est un coup qu'on peut rater. Hein. On peut se dire, bon, ok, il va manger une tour, et voilà, c'est pareil, que ça soit D1 ou H1, mais en fait, il y a un échec supplémentaire, et donc il faut envisager, dans les situations aussi extrêmes, les solutions les plus extrêmes également. Et donc, ça passe par les échecs, par les sacrifices, par des coups qui sont un peu parfois extraordinaires. Et donc, pour ne rien oublier, il faut vraiment, vraiment balayer tous les échecs possibles, tous les coups qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que ici, de toute façon, si les Noirs jouent de manière normale, on va dire, ils vont perdre évidemment, puisque c'est mat très, très vite pour les Blancs. Donc voilà, c'est le conseil qu'on peut essayer de vous donner pour vos propres parties. Et après, évidemment, on ne vous demande pas de calculer comme Anand, on en est nous-mêmes bien incapables, mais ça peut vous aider à noter les défenses parfois un peu surréalistes de vos adversaires. Ouais, c'est ça, on ne peut pas calculer comme un tel champion. En revanche, on peut s'inspirer de sa discipline, de la discipline de calcul qu'il a,
se forcer avec nos moyens qui certes ne sont pas les mêmes que les siens, mais se forcer à chaque fois à se dire est-ce que mon adversaire a prévu une défense, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là-dessus, et voilà, peut-être qu'on se rapprochera un tout petit peu de son niveau, en tout cas on l'espère pour vous. Merci Romu pour toutes ces précisions, on espère comme d'habitude que vous avez apprécié cette tactique, si ce n'est pas le cas, bon, vraiment vous êtes des gens très difficiles. Merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, de commenter, en nous expliquant un petit peu ce que vous aviez vu ou pas. Et vous pouvez aussi partager nos quelques modestes vidéos avec vos amis qui souhaitent progresser aux échecs pour qu'on soit de plus en plus nombreux à s'entraîner, à essayer de se tirer vers le haut. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. À bientôt.